Vous êtes coincé dans le désert gelé, sans moyen de rentrer en ville, sans personne pour appeler à l'aide et poursuivi par des snipers invisibles. Vous allez mourir de froid si vous ne vous échappez pas et le temps presse. Alors qu'est-ce que vous faites? C'est le pire des scénarios qui vous oppose au lac gelé, au blizzard et à un ennemi qui ne cesse de vous traquer. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre les chasseurs dans le film Red Dot. Ce couple suédois malheureux garde un sombre secret inconnu. Et ça les déchire. Tout ce que David veut faire ici, c'est jouer à des jeux vidéo pour oublier ses problèmes, tandis que sa femme Nadia doit faire le ménage après son désordre. Elle est également enceinte de plusieurs semaines, mais la seule personne à qui elle l'a dit, c'est leur voisin plutôt sympathique, Thomas. Elle découvre que son mari a organisé une randonnée inattendue dans la vallée des ours, et elle est impatiente d'y aller. C'est une chance pour eux d'échapper à leurs problèmes, mais ils n'ont aucune idée de ce dans quoi ils vont s'embarquer. Ok, nous ne savons pas exactement quel est leur secret. Ces deux-là ont clairement un sérieux bagage émotionnel. Il n'y a rien de pire que d'être piégé dans une mauvaise relation, et un traumatisme non résolu peut retourner deux personnes l'une contre l'autre. Il ne semble pas y avoir grand-chose, ou alors nous allons découvrir plus tard ce que ces deux-là cachaient, et c'est vraiment moche. Ils s'arrêtent à une station-service où ces chasseurs se montrent. Il y a quelque chose de bizarre chez ces gars, et même le chien peut le dire. Il fait un commentaire effrayant sur Nadia et il y a du sang qui coule de l'arrière de son camion. Pour le moment, ce n'est pas vraiment étrange parce que cette région de la Suède est populaire pour la chasse, mais David n'aime pas trop la vibe ici. En partant, il heurte accidentellement la voiture du chasseur, mais au lieu d'en prendre la responsabilité, ils s'en vont sans même laisser un mot. Ok, quel gros con. C'est pas du tout clairvoyant et il aurait dû admettre qu'il avait tort pour deux raisons. Premièrement, quelqu'un qui a vu du sang qui coule de son coffre n'est pas quelqu'un que vous voulez vraiment énerver. Et si vous pensez déjà que le gars est effrayant, alors lui donner une raison de vous détester encore plus, c'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire ici et ça pourrait facilement se retourner contre vous. De plus, de nombreuses stations-service ont des caméras de sécurité qui auraient filmé à la fois l'incident et votre plaque d'immatriculation. Deuxièmement, selon la loi, tout conducteur suédois doit avoir une assurance voiture et l'impact est assez petit. Donc son assurance aurait pu facilement régler le problème. Ça nous en dit long sur le genre de personnes qu'ils sont. Partir en voiture montre un réel manque de caractère et leur mauvaise décision, ça va les rattraper plus tard. Ils s'arrêtent à l'auberge locale où ils ont une réservation pour la nuit et ils s'enregistrent. Il aperçoit les deux gars de la station-service de l'autre côté de la pièce et ils ont l'air légitimement offusqués. L'homme leur donne une carte d'un sentier de randonnée et propose même de les héberger dans son chalet. Et il les avertit ensuite de faire très attention pendant leur voyage. Les nuits froides de Suède ne sont pas une plaisanterie et les choses peuvent mal tourner dans la nature s'il ne se serre pas les coudes. Ok, ce gars ne plaisante pas. Les hivers dans cette partie du monde peuvent atteindre moins 30 degrés Celsius. Et si vous êtes bloqué sans abri approprié dans ce climat, les gelures et l'hypothermie peuvent s'installer rapidement. Et lorsque la température du corps humain descend en dessous de 28 degrés Celsius, vous perdez votre dextérité motrice en quelques minutes, vous perdez connaissance en moins de 15 minutes et vous mourrez en moins de 45 minutes. Pour cette raison, j'écouterai les prévisions météorologiques locales avant de partir. Le lendemain, alors qu'ils se préparent à se rendre à Bear Valley, ils découvrent les rayures sur leur voiture et une insulte raciale écrite à l'arrière. Alors on dirait une vengeance pour l'altercation de la station-service. Sur le chemin du sentier de randonnée, ils passent devant le camion du chasseur, mais elle ne peut pas laisser tomber. Elle sort de son camion pour le griffer. C'est alors que le chasseur sort avec un chien et la poursuit jusqu'à la voiture. Elle claque la portière, ce qui blesse le chien et le chasseur repart à toute allure. Alors maintenant, ça peut faire du bien de se venger, mais il n'y a aucune preuve que les chasseurs aient écrit ça sur leur voiture. Nous venons juste d'intensifier dramatiquement cette querelle, et maintenant, ils vont chercher une occasion de se venger. Alors ça nous rend très vulnérables si on fait une randonnée dans la nature, parce qu'il n'y aura personne pour témoigner. Ces gars sont de vrais chasseurs, alors la chose la plus sûre à faire ici, c'est de rentrer chez soi, d'appeler ça un jour férié et de réfléchir à ses choix sur la vie. Parce que ne pas continuer là-dedans, ça peut être très utile ici. En garant la voiture, ils se dirigent vers les montagnes et installent leur campement sous les aurores boréales. Nadia, ici présente, annonce à David qu'elle est enceinte et il est absolument ravi, mais quelque chose ne va pas. Il voit un étrange point rouge en face d'eux et réalise que quelqu'un à l'extérieur projette un laser sur le mur du réservoir. Ils sortent et cherchent la source, mais il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Soudain, il apparaît de nouveau, mais cette fois sur la tête de Nadia. Officiellement effrayés, ils décident de faire leur bagage et de partir quand quelque chose alerte le chien et il s'élance dehors. Avant qu'ils puissent l'arrêter, un coup de feu retentit et une balle traverse leur lampe, emportant leur seule source de lumière.
Alors inutile de dire que les vacances ne se passent pas très bien. Ok, alors il y a beaucoup de choses à dire ici. Ils ont toutes les raisons de flipper. Tout d'abord, ce chien ne s'est pas enfui sans raison. La seule chose qui alerte un chien aussi rapidement et sans bruit, c'est un sifflet pour chien, et ça me dit que celui qui a fait ça est quelqu'un qu'on a déjà rencontré. Donc c'est probablement les chasseurs de la station-service qui cherchent à se venger encore une fois. Maintenant, le but de ce sniper est sérieusement au point. Et s'il les voulait morts, il le serait déjà. C'est peut-être une tactique pour les effrayer, mais il a aussi fait une erreur ici parce qu'on peut utiliser le laser pour trianguler la position du sniper. À partir de la lumière tombant dans la neige, nous pouvons comprendre que le sniper est dans cette direction, et ça change tout, parce que maintenant, on va pouvoir déterminer la meilleure direction à prendre. Inutile de dire que de courir à travers la tente, c'est une très mauvaise idée, parce que l'une des tactiques anti-sniper les plus efficaces dans l'armée, ça consiste à se précipiter sur le sniper et à se rapprocher de lui pour le forcer à quitter sa position. Alors si on parvient à réduire rapidement la distance en effectuant des mouvements en zigzag, on devient beaucoup plus difficile à tuer pour lui. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une stratégie militaire pour des soldats entraînés au combat. Et la seule expérience que ce type a pour le combat, c'est de jouer à Battlefield sur sa PlayStation. Alors c'est pas parce que c'est la meilleure technique que c'est forcément la meilleure décision. La chose la plus logique ici à faire, c'est de chercher la pente la plus proche pour s'éloigner de la ligne de tir du sniper. Le terrain ici est plutôt plat, mais toute courbure de terrain, ça nous aidera à nous protéger parce qu'il n'y a pas de point plus haut où le sniper pourra se percher. Ils courent se mettre à l'abri dans la nuit, mais une fusée éclairante se déclenche au-dessus de leur tête. Des projecteurs apparaissent au loin, alors qu'ils entendent le signe d'un moteur qui se dirige vers eux. Heureusement, ils trouvent une zone boisée pour se cacher, mais ils doivent s'arrêter lorsque Nadia commence à grincer de douleur. David se rend compte que les bruits des véhicules se rapprochent et il se dépêche de les sortir de là et de se cacher dans un bâtiment abandonné jusqu'au matin. Ok, donc là ils ont eu de la chance de trouver un abri, mais rester ici c'est l'équivalent de se cacher sous le lit dans la nature gelée. C'est juste tellement évident et les chasseurs vont forcément les trouver. Nous devrions vérifier la carte que l'aubergiste nous a donnée et voir s'il y a des bâtiments marqués ici. Je me dirigerai vers la maison de l'aubergiste parce que c'est probablement la plus proche et elle pourrait avoir une ligne fixe pour appeler les secours. Mais en supposant qu'on pourrait le trouver, ça nous aidera pas si on mène les chasseurs directement là-bas. La meilleure option ici, c'est de créer une distraction pour les éloigner de notre direction. Si le chien ne s'est pas enfui, j'envisagerais de l'attacher et de le laisser ici, parce que les aboiements attireront les chasseurs et nous feront gagner du temps tout en restant en mouvement. Ok, je sais, c'est cruel, mais c'est un risque calculé. Ces chasseurs veulent peut-être nous faire souffrir, mais ils ont aussi un chien, donc je pense qu'ils s'occuperaient bien du nôtre. Parce que si quelqu'un s'occupe bien de son chien comme ça, il est très peu probable qu'il fasse du mal à celui d'un autre. C'est le lendemain, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'échapper. Ils n'ont pas emporté leur manteau de la tente, ils sont donc encore plus vulnérables aux intempéries qu'avant. Nadia veut qu'ils retournent à la voiture, mais David fait remarquer que les clés et les téléphones sont dans la tente. Et comme aucun d'entre eux ne sait faire démarrer une voiture, ils doivent retourner à leur camp. Alors retourner au campement, c'est la pire idée du monde. Les chasseurs sont derrière vous et ils suivent votre trace. Donc soit vous les rencontrerez, soit vous tomberez directement dans leur piège. Ce couple n'a aucune compétence de survie et en plus, ils ne peuvent pas chercher leur chemin sur Google. Donc leur seule option ici, c'est de rester en fuite. De retour au campement, David décide de vérifier la tente pendant que Nadia reste en arrière par sécurité. Mais elle le voit sortir soudainement et vomir. Elle court vers lui et il l'avertit de ne pas regarder à l'intérieur, mais elle ne l'écoute pas et voit la tête décapitée de leur chien. Tout a été volé et c'est horrible. Il la fait se calmer et retourner à l'intérieur pour chercher les clés. Il déplace la tête du chien pour vérifier sous le sac de couchage et se prend le bras dans un piège à ours. Nadia arrache le piège et l'aide à soigner sa blessure à l'aide d'un plâtre improvisé. Ok, alors là je commence sérieusement à penser que tout ça n'a rien à voir avec une histoire qui a commencé avec une voiture rayée parce que c'est devenu beaucoup trop extrême. Jusqu'à présent, personne n'a été blessé, mais maintenant c'est devenu un scénario de mort imminente. Ces gars ne veulent pas seulement nous faire peur, ils veulent nous tuer. Et ça me dit que chaque aspect de toute cette histoire a été conçu d'avance. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être contrôlé, et ça c'est la météo. Cet épais brouillard est en fait une bénédiction déguisée, parce que le sniper n'aura pas de ligne de vue claire, à moins que nous soyons déjà trop près pour qu'il puisse tirer. Maintenant, même si on a le même désavantage, retourner à la voiture ce serait trop difficile. Donc je profiterai de cette opportunité pour chercher les chasseurs. C'est dangereux, mais les attendre, ça l'est tout autant. Et quand une si grande partie de la situation a été complètement contrôlée par eux, c'est la dernière chose à laquelle ils s'attendent. Ils suivent leurs propres traces dans le camp et essayent de retrouver leur chemin, mais ils sont complètement perdus. Au loin, quelqu'un les observe et commence à leur tirer dessus. Ils essayent de se mettre à l'abri dans les arbres, mais le gars réalise soudain que ce tireur doit recharger après chaque tir. Et juste au moment où je pensais qu'il pouvait pas être encore plus con que ça, eh bien il fait quelque chose de super et se rachète totalement à mes yeux.
Il réussit en fait à reconnaître le modèle de l'arme grâce à son expérience sur Battlefield. Alors il a complètement raison, mais il aurait dû le voir dès le début parce qu'on a vu l'arme dans le camion du chasseur à la station-service. Donc c'est un fusil Remington 700 qui est une arme à simple action avec 5 balles et une dans la chambre. Donc maintenant qu'on sait combien de balles contient cette arme, on compte les coups et on attend qu'ils doivent recharger l'arme. Ça nous permet de sortir de notre couverture au moment le plus sûr possible. Alors maintenant, une fois de plus, le brouillard nous donne l'opportunité de nous précipiter sur eux. S'ils se faufilent tous les deux et qu'ils commencent à courir vers lui en zigzag, il sera retardé en rechargeant et il pourrait avoir une chance de se sauver. Mais personnellement, moi je ferais pas ça parce que je veux pas risquer de me faire tirer dessus. Ah, une blessure comme ça met directement fin au jeu du chat et de la souris parce qu'on est beaucoup trop faible pour leur échapper et le sang sera facilement traçable. La meilleure stratégie ici, c'est de profiter de l'occasion pour le laisser nous voir courir dans le brouillard dans une direction et ensuite de changer complètement de cap. Parce qu'il devra se fier à ses seules capacités de repérage qui sont probablement assez bonnes. Mais si la nature vous donne un avantage, vous devez le prendre. Le couple attend ici que le chasseur retire son arme et il s'enfuit pendant qu'il recharge. David reçoit ici une balle dans l'épaule et tombe, mais Nadia continue de courir et le laisse derrière elle. Il voit le tireur s'approcher et sort rapidement pour suivre sa femme. Celle-ci se rend compte que son mari a disparu et l'appelle. Elle peut à peine voir quelque chose dans ce brouillard quand elle entend le sol craquer soudainement. Elle réalise qu'elle se tient sur de la glace toute fine. Son mari répond à son appel et court à l'aveuglette sur le lac gelé. Elle lui dit de faire attention, mais alors qu'il s'avance, il tombe à travers la surface du lac. Elle rampe pour l'aider à se relever. Lorsqu'il s'enfonce dans l'eau, elle y plonge la tête pour le retrouver, mais il a disparu. Elle est sur le point d'abandonner, mais elle voit des bulles remonter à la surface et elle l'attrape, le tirant hors du trou. Il est à moitié noyé et meurt de froid. Mais au moins, il est encore en vie. Ok, et bah cette fois, ça va malheureusement pas bien se terminer pour aucun d'entre eux et elle s'y prend clairement pas de la bonne façon. En réalité, avec des températures comme ça, sans aucun moyen de se réchauffer rapidement, vous êtes mort. C'est vraiment dangereux parce que le corps réagit au choc du froid au bout de 2-3 minutes, ce qui vous fait halter volontairement, même lorsque vous êtes sous l'eau. L'ironie ici, c'est que vous mourrez par noyade plutôt que par le froid. Et si vous voulez avoir 1% de chance de survivre à cette situation, gardez votre tête hors de l'eau et essayez de vous remettre sur la glace. Alors maintenant, ça peut être très difficile parce que la glace autour du trou va facilement se briser. C'était aussi son erreur parce qu'elle aurait pu facilement tomber après lui à cause de la glace qui se brisait. Pour sortir de l'eau, vous devez utiliser vos coudes et vous déplacer aussi horizontalement que possible pour répartir le poids plus uniformément sur la glace. Si vous avez la chance de sortir, vous devez absolument enlever tous vos vêtements parce que des vêtements trempés, ça vous donne encore plus froid que si vous étiez juste en slip. Alors, en plus, ils ne peuvent pas faire de feu parce que ça permettrait aux chasseurs de les repérer et ils n'ont ni le temps ni les outils pour le faire. Donc leur seule chance ici, c'est de frotter leur corps pour se réchauffer. Les membres seront plus froids parce qu'ils sont plus fins et l'instinct du cerveau est de les frotter en premier. Mais la meilleure chose ici à faire, c'est de frotter la poitrine pour protéger et réchauffer le cœur. La chose la plus intelligente à faire ici pour sa survie, c'est de le laisser pour mort. Oui, je sais, c'est cruel, mais comme il est déjà tombé dans l'eau, il va avoir besoin de soins médicaux immédiats quand on s'échappera et on pourra pas l'aider. Maintenant, pour ne pas être une grosse crevarde non plus, évidemment je ne laisserai pas mon partenaire derrière moi et j'essaierai tout ce que je peux, mais ça ne fera que diminuer nos chances de survie. Il trouve une cabane abandonnée et s'abrite à l'intérieur. Nadia y découvre beaucoup de choses utiles, notamment un téléphone qu'elle utilise pour appeler les secours en montagne. Malheureusement, ils ne peuvent pas venir avant que la tempête ne se calme. Elle profite donc de son temps pour recoudre la blessure de son mari et s'assurer qu'elle n'a pas perdu son bébé. Elle est soulagée d'apprendre qu'il est toujours en vie après tout ce qu'ils ont traversé. Mais allumer toutes ces lumières ici, c'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Le seul avantage ici, c'était le brouillard de la tempête d'hiver, mais ces lumières vont le traverser, menant les chasseurs directement au seul endroit qui garde cet homme en vie en ce moment. Ils ont même une bougie allumée à la fenêtre qui est totalement débile. Et ces lumières ne sont pas suffisantes pour garder le mari au chaud. Donc, elles ne servent à rien. Et même sans lumière, j'aurais essayé de couvrir les fenêtres pour que personne ne sache qu'on est à l'intérieur. Maintenant, ce type doit encore récupérer et ça va être très difficile à faire sans chaleur. Alors techniquement parlant, il est possible de neutraliser son propre système nerveux autonome et de contrôler sa propre température corporelle par la méditation et des exercices de respiration. Wim Hof l'a prouvé en grimpant à une altitude de 6,7 km sur le mont Everest en ne portant qu'un short et en restant immergé dans un bain de glace pendant 2 heures, le tout sans laisser sa température corporelle descendre en dessous des 37 degrés Celsius. Mais bon, vous imaginez, ça demande beaucoup d'entraînement et quelque chose me dit ici que ce type n'est pas du genre méditatif. J'obscurcirai donc toutes les fenêtres et j'envisagerai d'allumer la cheminée, mais seulement si je pouvais utiliser une de ces couvertures pour monter une tente et bloquer la lumière. Puis, je le ferai s'allonger à côté de la tente, près du feu.
La fumée de la cheminée ne sera pas visible parce qu'il y a déjà du brouillard et l'odeur ne se déplace pas dans la direction du vent, ce qui nous donne une chance raisonnable que les chasseurs ne la sentent pas. Le lendemain matin, ils entendent une motoneige s'approcher et constatent que le sauveteur en montagne qui a été envoyé pour les aider est en fait l'un des chasseurs de la station-service. Ils se glissent par une fenêtre avant que l'homme ne les trouve et tente de rejoindre la motoneige. Mais celui-ci sort de la cabane et n'ayant pas d'autre choix, il s'enfuit dans les bois. Ok, quelque chose à propos de ça est vraiment mauvais. Si c'est un des gars qui nous chasse, il n'appellerait pas pour annoncer sa présence et il n'entrerait pas non plus sans son arme levée et prête à tirer. Alors, ça change vraiment tout ce qu'on pensait jusqu'à présent, parce que si ces deux chasseurs de la station-service ne sont pas ceux qui nous traquent, alors qui est en train de le faire ? Maintenant, ça pourrait aussi être un piège et on ne peut pas être sûr tant qu'on ne contrôle pas la situation. Donc, je n'annoncerai pas ma présence avant de m'assurer que j'ai le dessus. Ce couple a en fait fait quelque chose de bien ici. Après tout ce qu'ils ont traversé, ils seraient bien trop faibles pour terrasser ce type physiquement. Et quand votre corps est en hypothermie, il perd plus de chaleur qu'il ne peut en produire. Et vous perdez aussi votre coordination et votre force parce que le sang s'éloigne des membres et se dirige vers le cœur. Mais il y a encore un moyen de prendre le contrôle de cette situation. Il y avait beaucoup de choses utiles dans cette maison à part le téléphone, et l'une d'entre elles était cette fusée éclairante. Ces choses peuvent faire de sérieux dégâts, et sont au moins une excellente distraction. Alors j'aurais voulu attendre qu'ils ouvrent la porte et tirer la fusée sur la poitrine pour le prendre par surprise. On pourrait alors faire sortir l'homme sans avoir besoin de le maîtriser, prendre son arme et les clés de la motoneige pour se tirer d'ici. Aussi, étant donné qu'il fait partie du service de secours, il pourrait avoir un téléphone satellite ou un talkie-walkie qu'on pourrait utiliser pour rentrer en contact avec plus d'aide. Alors qu'il s'enfuit de la cabane, le mari commence à avoir des hallucinations intenses et s'effondre. Nadia vérifie la carte et découvre que la cabane de l'aubergiste est relativement proche. Elle s'assure qu'il peut continuer avant qu'il ne parte dans une direction. Alors je dois dire que ça aurait été une bonne chose à faire beaucoup plus tôt. Ils errent depuis des jours et ils n'ont pas de boussole. Cette carte est donc beaucoup moins utile maintenant qu'elle l'aurait été plus tôt au sommet de la montagne. Maintenant, il leur reste un moyen de déterminer leur direction cardinale pour s'assurer qu'ils commencent à marcher dans la bonne direction. Dans l'hémisphère nord, la mousse pousse généralement sur le côté nord des arbres en raison de la position du soleil dans le ciel. Et à partir de là, vous pouvez déterminer les autres directions. Si vous ne trouvez pas de mousse, il y a une autre approche que vous pouvez utiliser. Enfoncez un bâton d'1 mètre de long dans le sol et placez une pierre à l'extrémité de l'ombre du bâton. Attendez ensuite 15 minutes et placez une deuxième pierre à l'extrémité de la nouvelle position de l'ombre. Si vous vous éloignez du bâton et que vous regardez entre les deux pierres, vous trouverez le vrai nord. Il continue à marcher jusqu'à ce qu'il repère la maison de l'aubergiste, mais les hallucinations du mari deviennent incontrôlables. Et il est tenté par ce gamin en veste jaune. Il s'effondre et n'a pas la force de continuer. Alors la femme part en éclaireur seule et voit une motoneige abandonnée. L'autre chasseur la trouve et il est troublé par la peur qu'elle a de lui. Mais il n'a pas le temps d'y penser très longtemps parce que David lui défonce la tête avec une pierre. Ils s'enfuient et prennent la motoneige du chasseur jusqu'à la cabane de l'aubergiste. Ok, la réaction de ce type à Nadia confirme que tout ceci n'a rien à voir avec une histoire de voiture rayée au départ. Il n'avait pas l'air de comprendre ce qui se passait, et ça signifie que ce couple a peut-être tué sa meilleure chance de s'échapper. S'ils avaient juste parlé aux gars, ils les auraient aidés, mais à la place, ils l'ont complètement lapidé. Je suppose que la communication, c'est pas vraiment leur point fort, mais l'esprit critique non plus. Ils ont pris une motoneige, mais ils ont laissé son arme dans la neige. Ils n'ont absolument rien pour se défendre, et quand ils arrivent à trouver une arme, ils la laissent derrière eux. Ils entrent dans le chalet, mais c'est l'aubergiste qui descend, surpris de les voir. Il va rapidement appeler une ambulance, mais la femme l'entend parler au téléphone avec quelqu'un d'autre. Elle ne lui fait pas confiance et tente de partir, mais l'aubergiste les retient sous la menace d'un couteau. Elle remarque alors un mur de photos d'elle et de son mari, et parmi ces photos, il y a celle d'un petit garçon. Derrière eux, leur voisin Thomas entre dans la pièce et les surprend tous les deux. C'est alors que leur sombre secret inconnu est enfin révélé. Il y a des années, ils ont renversé un enfant en allant à Stockholm et n'en ont jamais parlé à personne. Ils n'ont même pas pris la peine d'appeler une ambulance et ce petit garçon était le fils de Thomas qui a découvert que c'était eux et a traqué le couple jusqu'à ce qu'il ait le plan parfait pour se venger. C'est lui qui a organisé ce voyage dans la vallée des ours et maintenant, il va finir le travail. Il leur ordonne de se mettre à genoux et il assomme Nadia. Elle se réveille attachée à une chaise et voit l'autre tenir une perceuse. Il dit à David qu'il veut enfoncer la perceuse dans le ventre de sa femme pour tuer le bébé parce qu'il a tué son fils et menace de tuer sa femme s'il n'obtempère pas. David approche la perceuse de son ventre, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout. Il lui tire donc une balle dans la jambe.
Ok, si Thomas a créé ce piège élaboré pour qu'il soit torturé et tué dans la maison, alors il n'a pas été très malin sur ce coup. Il va y avoir beaucoup trop de preuves à nettoyer, et il n'a même pas installé une vraie salle de torture avec des bâches en plastique qui peuvent être nettoyées facilement sans laisser de traces de sang. Alors s'il veut les tuer sans se faire prendre, il vaut mieux les faire sortir de force et les attacher pour qu'ils meurent d'hypothermie. Et si des preuves refont surface, on croira qu'ils ont été surpris par le temps. Le voisin met son arme sur sa tête et s'apprête à la tuer. Mais l'autre chasseur arrive. Il est confus et demande à savoir ce qu'ils font. Thomas ici panique et lui tire dessus, mais tue accidentellement l'aubergiste. Le voisin passe en mode attaque et David en profite pour libérer sa femme. Ok, alors quand les gens débarquent comme ça, c'est une distraction et vous devez en profiter si vous voulez avoir une chance de vous échapper. Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre la situation. Il suffit de se précipiter sur ce gars et de sortir. Maintenant, il a une arme, mais vous avez aussi une arme assez puissante, et ce sont vos dents. Un humain moyen peut mordre avec une puissance de plus de 200 kg. Donc la meilleure chose ici à faire, c'est de profiter immédiatement de la distraction et de le mordre en plein dans la jugulaire. Vous pourrez déchirer la chair assez profondément pour le blesser gravement et il devra se remettre, ce qui vous laissera le temps de vous échapper de la maison. Ils sortent en courant du chalet et se dirigent vers la motoneige, mais ils n'arrivent pas à la faire fonctionner. Et quand ils entendent un autre coup de feu à l'intérieur, ils retournent en courant dans les bois. Le mari tombe sur le sol et est trop blessé pour continuer. Il dit à sa femme qu'elle doit le quitter et elle sort en courant, mais trébuche sur le corps du chasseur mort. Heureusement, son fusil est toujours à côté de son corps et le voisin exige de savoir où est sa femme et c'est là qu'elle vient à la rescousse. Le voisin pose son arme, mais Thomas commence à sourire et quelque chose ne va pas ici. Soudain, elle est abattue par un sniper invisible et cette femme sort. C'est la femme du voisin et c'est la deuxième personne qui les traque. Alors maintenant je commence à comprendre l'histoire. Quand les gens sont confrontés à la réalité de mettre fin à la vie de quelqu'un, il est probable qu'ils hésitent. Mais quand même, c'était la pire façon de s'y prendre. Si c'était moi, je serais plus inquiète de les atteindre à temps. Et dès que j'ai vu le voisin, j'aurais tiré sur lui pour l'empêcher de tirer sur David ici. Ça l'aurait sauvé plus rapidement et le voisin aurait été obligé de courir pour se mettre à l'abri. Ça garantit aussi que la femme ne s'approchera pas furtivement d'elle pour la tuer. David ici supplie d'être tué, mais ils veulent qu'il puisse vivre avec sa douleur. Il s'est finalement vengé de la mort de son fils et il laisse l'homme seul avec le cadavre refroidissant de sa femme à proximité. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour vaincre Red Dot? Eh bien comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker, et vous pouvez toujours retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.